Bienvenue à tous, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a une petite odeur de bull run, donc il y a un peu plus de monde qu'au fond, au fond du beer market, donc il y a pas mal de nouveaux, c'est sympa. Et donc merci Domi, parce que c'est vrai qu'avec le meet-up de Montmartre et avec le bull run et avec l'afflux, bon, on voulait essayer de rendre un peu plus pro le truc que de boire des bières toute la soirée. Donc on fait une petite présentation pour accueillir les nouveaux et puis pour essayer d'un petit peu éduquer, passer des messages. Voilà, c'est toujours assez sympa. À propos du speaker, donc je m'appelle Hugues. Moi je viens du secteur agricole dans les Hauts-de-France. Donc je suis plus près du génome du blé que d'une ligne de code informatique, pour la faire claire. Je suis plutôt dans le commerce des grains plus particulièrement. Donc moi, tout ce qui était un peu économie, trade, évolution des monnaies, ça me parlait en règle générale. Je viens plutôt de la macroéconomie. C'est ça qui me parle le plus dans mon métier au quotidien. J'ai découvert Bitcoin en 2018 dans les médias. J'ai vécu des expériences dans le secteur agricole pas très sympas avec les médias. Ça, c'était une expérience plutôt privée. Et le jour où j'ai entendu en 2018 dans les médias que Bitcoin c'était le crime, le mal, etc., je me suis dit, c'est eux qui disent ça, c'est qu'il faudrait peut-être que je fouille et je fasse mon propre avis. Donc en effet, tout le monde dit de moi que je suis un peu curieux, donc en effet j'avais une soif de comprendre un peu le fonctionnement, et je me suis dit, pour comprendre, la meilleure des choses c'est d'y aller un peu franco. Donc en effet j'ai effectué mon premier achat de Bitcoin, ou de Satoshi pour être précis, en 2018. J'en ai profité pour faire mon shitcoiner et en effet j'ai acheté d'autres choses entre temps. Bon, ça fait au moins 2-3 ans que je n'ai pas acheté, je rassure tout le monde ici, je n'ai pas acheté autre chose que du Bitcoin. Ce qui m'a donné un coup de pied aux fesses, c'est vraiment le confinement, mais vraiment, parce qu'on avait le temps, on était enfermés chez soi. Donc gros rabbit hole pendant le confinement. Bon, on prend le grand classique, hein, l'étalon Bitcoin de Saif Amous. Je me rappelle vraiment des soirées pendant le confinement où il y avait la citadelle VR, on pouvait se connecter. C'était une autre époque, mais je me rappelle, on se connectait en réalité augmentée ou virtuelle dans des spaces et tout ça. C'était assez. Ça existe toujours? Tous les samedis soirs. J'y étais pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ça et je ne connaissais pas tous les gens ici. Et donc après, voilà, dans la soif de comprendre et de rencontrer du monde, forcément j'ai commencé à aller de la province sur Paris, et notamment au Soft Bar, au Sentier. Et puis de là est devenu vraiment gros rabbit hole où on commence à mettre le doigt et puis par le bras, l'avant-bras, etc. Et depuis 2022, en fait, en creusant le sujet et en étant accompagné de pas mal de monde, en fait, je suis devenu en effet utilisateur, donc la bière au comptoir réglée en BTC, montage d'un nœud Bitcoin et depuis 1 an et demi, 2 ans, essayer de voir ce que je peux faire au niveau du minage. Mon objectif pour 2025, ça va être d'explorer des cas d'usage pour positionner du minage du Bitcoin. Et en effet, je suis plutôt actif dans les communautés Meetup, Beyondly, BEF, Cryptotagine et autres events pour toujours apprendre parce que je viens pas du milieu informatique, je pense que le rabbit hole n'est pas fini et partagé. Voilà un peu ce qu'on va faire rapidement aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez technique, mais c'est pour essayer d'introduire le minage aux nouveaux, parce que je ne veux rien apprendre aux anciens, mais essayer de cerner un peu plus le sujet spécifiquement sur le minage. Donc on verra un peu le consensus de Nakamoto, la preuve de travail, l'évolution du minage, un peu les datas, mon aventure dans le minage, et une petite conclusion, si on peut dire qu'on peut conclure sur le sujet. Alors pour les nouveaux, en effet, moi ce qui est important, c'est que Bitcoin, c'est pour moi le consensus de Nakamoto, qui est une innovation, donc une rupture technologique. J'ai mis en gras non reproductible, parce qu'en effet, on peut se dire qu'on copie un protocole open source, mais on voit bien que c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a eu une naissance et un développement organique sous les radars, petit à petit, évolutif. Et c'est important de le savoir, mais
Voilà. Et donc ça, c'est en effet, il faut bien le comprendre, c'est quand même un caractère très spécial dans Bitcoin, que même si c'est open source et qu'on peut le forker ou le copier, bah, c'est quand même, pour moi, un phénomène qui n'est pas reproductible. Ça apporte une réponse majeure, le consensus de Nakamoto du Bitcoin, au problème des généraux byzantins. Donc en fait, ça permet de parvenir à un consensus sur l'état d'un réseau. Pourquoi les généraux byzantins, en fait, ils voulaient attaquer, on va dire, une citadelle. Il fallait se coordonner pour éviter un généraux qui disgraçait l'attaque et pour quand même arriver à ses fins. Donc Bitcoin, ça parvient à un consensus sur un état d'un réseau, même en présence de participants malveillants. Et c'est notamment grâce au minage. Et on le verra par la suite. Et juste pour vous dire que le minage, c'est l'un des piliers du consensus de Nakamoto, parce qu'on verra qu'à la fin, en effet, pour moi, les piliers du Bitcoin, c'est le minage et la preuve de travail. On va voir que ça, on va essayer de développer juste ça. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut noter, notamment la décentralisation et la participation sans permission. Tout le monde peut aller et venir, il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation pour y aller. Et c'est quand même très décentralisé par rapport à plein de choses de centralisées chez nous. Il y a une finalité probabilistique, c'est que plus une transaction est dans la chaîne de blocs, et moins elle a de chance d'être annulée. C'est un autre pilier important. Il y a la règle de la chaîne la plus longue, c'est-à-dire que finalement, là où il y a le plus d'énergie ou de participants, bah, c'est là où se retrouve le consensus. Il y a une incitation économique et une théorie des jeux, en effet. Et il y a, ce qu'on va voir aujourd'hui et développer un peu plus en détail, le minage et la preuve de travail. Alors ça, j'ai repris ça sur Bipanda Academy. Déjà, il faut distinguer deux choses. C'est Bitcoin avec un grand B. Donc c'est bien le réseau, le protocole, le Visa Mastercard. Et le petit b, c'est bien la pièce de monnaie numérique que l'on échange sur le réseau du grand B. D'accord ? Si on fait un peu le parcours d'une transaction, et là où on va positionner, nous, et le sujet d'aujourd'hui est le minage, on va dire que Alice fait un paiement à Bob en Bitcoin. Donc en effet, Alice va utiliser sa clé privée, elle va signer un message, la transaction d'Alice est ajoutée dans un bloc qui est centralisé au niveau des nœuds. Et en effet, le réseau de nœuds va valider la transaction d'Alice au moyen d'une méthode mathématique qu'on dit procédé de mining. Et une fois que le bloc sera forgé, en effet, le premier mineur qui court une compétition, qui sera en mesure de forger le bloc, recevra une part de Bitcoin, un petit b en récompense. Et la transaction, via ce schéma-là, sera envoyée à Bob et reçue par Bob, et la transaction sera effectuée. Donc c'est juste pour dire que dans une transaction qui est effectuée entre deux personnes de peer-to-peer, il y a bien à un moment donné le procédé du minage qui intervient pour bâtir Bitcoin. Le minage, c'est un concept de preuve de travail. Et qu'est-ce que c'est cette preuve de travail? En fait, c'est vraiment un travail fait par des ordinateurs. Et donc là, vous avez deux exemples d'ordinateurs. En fait, c'est un ordinateur spécialisé pour le minage. Ici, vous avez un petit Bitax, on en parlera tout à l'heure. Vous avez un S9, à taille modifié et silencieux. Vous avez un S19. Donc là, c'est bien des ordinateurs qu'on appelle des mineurs. Donc les mineurs, ce n'est pas le type derrière. Le mineur, c'est vraiment des machines. Alors pourquoi on appelle mineur? Parce qu'en fait, il y a ce lien par rapport à l'extraction de l'or, où avec sa pioche, le mineur allait extraire dans la roche l'or dans les cailloux. En fait, ça peut paraître compliqué, mais le mécanisme, il est super simple. C'est que ces machines-là spécialisées font un travail et recherchent une valeur. Et font un travail informatique, consomment de l'énergie. Donc c'est vrai, c'est une preuve de travail. Font un travail et ils recherchent une valeur qui, une fois passée dans une fonction mathématique,
c'est le fameux SHA-256. C'est une fonction mathématique aléatoire et irréversible, c'est qu'à chaque fois on retente ce calcul, donne un résultat inférieur à un nombre cible. Chaque calcul est irréversible. D'accord ? On est obligé de le répéter pour trouver ce calcul-là. Et donc pour trouver le résultat de cette fonction mathématique, les mineurs sont obligés de répéter l'opération. Et c'est pour ça que ces machines-là, ils vont avoir juste un cas d'usage. Alors, on va voir que dans l'historique, il y avait des cartes graphiques ou des CPU ou des GPU qui pouvaient faire autre chose. Mais ces machines-là sont optimisées pour ne faire que ça. Elles ne savent pas faire autre chose que ça. Donc les mineurs, ils vont essayer toutes les possibilités. C'est un calcul par tâtonnement. C'est ici que se fait le lien avec l'énergie. Parce que la machine, vous verrez là, elle est à l'arrêt, mais elle ne fonctionne pas par le Saint-Esprit. On va devoir la brancher, elle va devoir s'allumer, et surtout, elle consomme énormément de watts. Là, la machine qui est devant vous ici, c'est 3250 watts. D'accord ? La machine qui est ici, c'est 1200 watts. D'accord ? Donc c'est bien une preuve de travail. Et si le mineur, la machine ou l'individu qui est derrière, qui gère la machine, trouve un bloc, remporte le droit en fait d'inscrire le bloc dans la blockchain, là où il y a tous les utilisateurs, et il empoche la récompense. Et la récompense est composée de deux choses. Un, les transactions quand vous payez ici ou entre vous, c'est l'envoyeur qui paye une partie de transaction. D'accord ? Donc le mineur, il va récolter les frais de transaction, et la récompense Coinbase émettrice de nouveaux bitcoins. D'accord ? On va toucher deux choses. Alors bien entendu, c'est plutôt la récompense des nouveaux bitcoins qui est beaucoup plus importante que les transactions. On verra qu'il y a des cas particuliers quand même. Donc en résumé, en fait, il y a vraiment un lien avec l'énergie, et le minage, c'est une sorte de loterie où le gagnant a le droit d'ajouter un nouveau bloc, de forger le nouveau bloc, qui est le registre public du réseau Bitcoin. Alors rapidement, parce que c'est pas le plus important, on ne va pas regarder le passé, on va regarder l'avenir, mais le minage de Bitcoin, c'est dans le cœur du système Bitcoin, donc il a commencé tout de suite. Et le premier à miner des Bitcoins, c'est pour faire tourner le réseau, au tout début, c'était Satoshi Nakamoto, en 2019, avec notamment des CPU. Donc l'activité était très centralisée, au début c'était Satoshi lui-même, et surtout le minage ne rapportait quasiment rien parce qu'en 2009, le Bitcoin n'avait pas de valeur. En 2010, il y a eu des GPU, Graphical Processing Unit. En novembre 2010, il y a eu la première coopérative de minage, parce qu'en effet, vous avez deux solutions pour miner. Avoir des machines, dépenser de l'électricité et participer à la loterie en solo, on va dire, ou participer à la loterie dans une pool où vous mettez des moyens mécaniques, électricité en commun, et vous déployez une puissance de calcul avec d'autres personnes. Bien sûr, si finalement quelqu'un trouve la récompense, la récompense est divisée par rapport à la puissance de la machine que vous avez dans le total de toutes les machines. En 2011, il y a eu des FPGA, et ce qu'on a ici en 2013, et c'est ce qui a un peu fait leader dans le marché aujourd'hui au niveau des machines de minage, et notamment dans des grosses fermes industrielles de minage, ce sont des ASIC. Et là, vous avez deux types d'ASIC, un S9, un S19. Il y a eu des S17, et aujourd'hui, on est au S21. Et ça s'est professionnalisé à mort, et que c'est vrai qu'on peut dire qu'on est passé du geek dans son garage avec des cartes graphiques à plutôt des outils industriels aujourd'hui qui se battent, qui sont en compétition pour réduire les coûts, essayer de trouver l'électricité la moins chère, mutualiser les capitaux, etc. Quelques éléments ou data à suivre, et notamment des notions un peu pour expliquer. En fait, chaque bloc va avoir un hash, et chaque bloc va avoir son empreinte digitale.
Et par exemple, si on hash le mot salut dans une fonction mathématique, vous allez retrouver voilà, le hash du mot salut. Rien que le fait de changer le S en S majuscule, en fait, vous allez trouver un hash différent. Et chaque bloc a son propre hash. Donc chaque bloc dans Bitcoin est identifié par son hash, c'est son empreinte, mais pas n'importe comment. En fait, en réalité, Satoshi va introduire un truc, une difficulté, c'est que avant de trouver le hash, il va y avoir un certain nombre de zéros. Et là, je vous ai exposé le bloc qui est très récent, c'est le 875 188, c'était il y a quelques jours. Et en effet, vous avez le hash de ce bloc-là, mais vous avez bien des numéros qui peuvent s'introduire avant et qui peuvent également évoluer en nombre. On verra par la suite pourquoi. Pour arriver à trouver le bon hash, donc c'est les ordinateurs, les ASIC, qui vont faire énormément de calculs, parce que c'est très difficile, hein, c'est pas un calcul, hein, c'est des millions, des milliards de calculs quasiment par seconde. Parce qu'en effet, le bloc il va être difficile à trouver, le hash. Donc en fait, le mineur il va changer une donnée à chaque fois pour essayer de trouver le bon hash avec un bon nombre de zéros. Ça représente des millions de tentatives jusqu'à trouver le résultat voulu. Et le premier qui arrive, en effet, donc la première machine, le premier mineur, ou la première pool, remporte les frais de transaction et la récompense des blocs nouvellement créés. Et en effet, plus il y a de zéros avant le hash du bloc, plus c'est compliqué d'obtenir le hash. C'est ce qu'on appelle la preuve de travail, ou proof of work. Et c'est important parce que c'est une garantie infaillible que le bloc a été trouvé en dépensant de l'énergie. Et c'est ça qui est important de comprendre dans le minage, c'est que finalement, ça fait le lien entre une finalité d'un résultat, mais il a bien fallu quelque part, à un moment donné, et de façon de plus en plus conséquente aujourd'hui en énergie, que quelqu'un dépense ses biens backés par de l'énergie, par beaucoup d'énergie en effet, c'est pas forcément un problème, mais en effet, on parle de beaucoup d'énergie, pour trouver ce résultat-là. Et en effet, dans le temps, on peut voir qu'on parle également de hash, mais de taux de hachage. Donc c'est la puissance de calcul totale qui est déployée sur le réseau Bitcoin. En fait, c'est une forteresse. Pourquoi on dit que c'est une forteresse? Parce que c'est monstrueux la puissance informatique qui est gérée par une machine, plus deux machines, mais par des milliers, des dizaines de milliers de machines dans le monde. Donc c'est le taux de hachage. Donc c'est la puissance de calcul du protocole Bitcoin, du réseau Bitcoin. Et en effet, c'est le nombre de tentatives par seconde. Alors je ne connais même pas le chiffre, mais là vous avez un exahash, c'est un quintillion au niveau du nombre, d'accord? Et aujourd'hui, et là j'ai pris deux exemples, le 29 octobre et le 16 décembre 2024, on avait 740 exahash sur le réseau Bitcoin le 29/11. Donc ça correspond à 740 quintillions de hash d'opérations faits à la seconde. Donc vous imaginez la puissance de ce réseau-là, on peut considérer que c'est vraiment une forteresse numérique en fait. Et dans le temps, ici vous avez les deux photos, et on voit que, et la photo elle est récente, mais on est vraiment sur une puissance informatique déployée qui est vraiment quasiment exponentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes, pour des raisons économiques, de rentabilité, hein, ce n'est pas tous des philanthropes, qui viennent se brancher au réseau, qui viennent, pour des incitations économiques, brancher leur machine. L'ajustement de la difficulté, c'est une autre chose que les mineurs suivent beaucoup, et pour moi, c'est vraiment le truc le plus beau dans Bitcoin. L'ajustement de la difficulté, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le plus incroyable. Donc en fait, tous les 2016 blocs, le protocole va ajuster la difficulté du minage. On peut prendre l'exemple du mineur d'or qui,
si vous déployez plus de pioches, plus de bonhommes, plus de capital, plus de ressources, en fait, vous allez trouver de l'or plus facilement. Le protocole va détecter que finalement, il y a plus de gens qui arrivent sur le réseau pour trouver de l'or. Finalement, imaginez que l'or s'enfonce dans le sol. Donc, ça va rendre plus dur l'extraction. Autre exemple, vous avez un Rubik's Cube, vous êtes bon en Rubik's Cube, vous faites le Rubik's Cube en 10 minutes, et si pendant plusieurs fois vous faites le Rubik's Cube en 8 minutes, en fait, au lieu d'avoir 3 faces ou 4, on va vous rajouter une face. D'accord? Et vous allez mettre mécaniquement plus de temps pour résoudre l'équation. D'accord? Donc en effet, en cas d'augmentation soudaine du nombre de mineurs, et si le niveau bloc est découvert trop rapidement, en fait, il y a une valeur cible qui est dans le protocole, qui est analysée et qui est ajustée tous les 2016 blocs. Et si vous trouvez un bloc tous les 10 minutes, normalement, l'idée générale, c'est d'essayer de conserver 10 minutes un bloc. Et si on voit que on analyse la valeur cible et que les blocs sont trouvés plus facilement, en fait, on va juste rajouter, pour trouver le hash du bloc, un nombre de zéros. D'accord? Et du coup, ça va pour revenir aux 10 minutes. D'accord? Si par exemple, pendant un laps de temps, le temps moyen pour trouver un bloc est de 12 minutes, donc on met 12 minutes en moyenne pour trouver un bloc, la difficulté va baisser pour essayer de revenir vers le 10 minutes. Pour moi, ça c'est le plus beau dans Bitcoin, parce qu'en fait, ça permet pour tout le monde ici, dans le protocole, d'avoir une émission monétaire, parce qu'à chaque fois qu'on trouve un bloc, je vous rappelle, il y a des nouveaux blocs qui sont en récompense, mais ça va permettre d'être certain que l'émission monétaire du protocole respecte en moyenne tous les 10 minutes. Et ça, c'est l'ajustement de la difficulté. Donc, à l'inverse, si le nombre de mineurs chute, il va leur falloir plus de temps pour trouver de nouveaux blocs. Et l'algorithme va simplifier la fonction de hachage en réduisant le nombre de zéros avant le hash du bloc. Donc, le but, c'est de trouver vraiment une vitesse constante, une émission monétaire prévisible dans le temps. Et on dit toujours que le dernier Bitcoin créé sera en 2140. Et on peut en être certain, parce qu'il y a cet ajustement de la difficulté qui vient timer la récompense en moyenne toutes les 10 minutes. Le prochain ajustement de la difficulté, c'est aux environs du 30 décembre. Et pour un mineur, d'avoir un ajustement de la difficulté qui monte, en fait, ça vient complexifier la rentabilité, parce que finalement, vous devez passer plus de temps, et finalement, c'est plus dur pour tout le monde. Autre donnée hyper importante pour un mineur qui vient se faire découper la récompense par deux, c'est le halving. L'ajustement de la difficulté, c'est tous les 2016 blocs. Le halving, c'est tous les 210 000 blocs. Le dernier halving a eu lieu en avril 2024. Le prochain aura lieu en avril 2028. Et en fait, la récompense, quand un mineur trouve un bloc, la récompense actuelle, toutes les 10 minutes, on va dire que c'est à peu près 300 000 € parce que le Bitcoin est à 100 000, mais c'est bien 3,125 Bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes et quelqu'un va toucher sa récompense-là, ou c'est la récompense du réseau toutes les 10 minutes. En 2028, cette récompense sera dans le protocole divisée par 2 et ne sera plus que de 1 Bitcoin 5625. D'accord? Moi, j'ai commencé à en miner il y a quelques temps. Au 15 mars dernier, avant le dernier halving, j'avais une certaine rentabilité. Juste après le halving, la rentabilité est tombée par 2. Le cours du Bitcoin en ce moment compense un peu cette division par 2 de la récompense, mais on n'est pas à la rentabilité que je connaissais avant le halving. Donc ça crée aussi, d'un point de vue théorie des jeux et notamment marché, une raréfication, parce que les stocks qui sont nouvellement créés, en fait, seront dans le temps de plus en plus faibles aussi.
Donc ils font de l'adoption, merci, pour soutenir un peu le prix. Donc le halving, voilà, c'est tous les 210 000 blocs, récompense divisée par 2. Et pareil, on ne peut pas le changer, c'est inscrit dans le protocole. Les frais de transaction, alors je vais passer tout de suite à la diapo suivante. Donc on voit que les frais de transaction peuvent évoluer. Je vous ai pris les frais de transaction au bloc 820 000, 840 000. Et 840 000, je ne l'ai pas pris pour rien parce que c'était le jour du halving en avril dernier. Et un bloc actuel à 860. Et en effet, alors j'arrive pas à faire avec ma souris, mais par exemple, vous voyez les frais, le premier bloc à 820 000, on avait une subvention, donc c'est la récompense des bitcoins sur ce bloc-là, qui était de 625 de mémoire, 625, plus les frais de 2 bitcoins 52, 521, donc c'est bien les frais qui sont liés aux utilisateurs, plus les récompenses. Donc on avait voilà, des frais qui pouvaient être de 2 bitcoins 5. Le bloc 840, alors c'était un peu particulier parce que c'était le halving, et c'est à ce moment-là également que s'est lancé, je ne sais plus si c'est un jeton, un protocole, mais une merde, on va dire, ça s'appelait les runes, qui ont saturé le réseau, qui ont pris pas mal d'espace, et ils sont venus payer pour être là à ce moment-là, et je crois que c'était pour faire des NFT ou des memcoins, c'est des Satoshi rares. Alors en tant que mineur, moi on était content parce que finalement ça faisait exploser les frais, et on voit bien que les frais, subvention plus frais, ben on est monté à quasiment 40 bitcoins à ce moment-là. Donc en tant que mineur, on est content, utilisateur un peu moins parce que ça renchérit votre paiement au bar, vos transactions, etc. Au niveau du bloc 860 000, en effet, on est revenu à des subventions plus frais, plutôt raisonnables, autour des 180 000 $. Et je ne l'ai pas dit, mais je le mets là. Dans un bloc, vous avez à peu près 2000 transactions. OK? Donc voilà, il y a les frais plus les récompenses qui sont en récompense pour les mineurs. En pratique, mon aventure dans le minage, elle a commencé par quoi? Bah, comme tout le monde, avant d'acheter des machines comme ça, j'ai commencé doucement. Mon expérience a été d'acheter un Airminer chez Silexperience. Donc en fait, c'est un tout petit mineur, ça s'assimile un peu au produit Bitax que vous allez avoir là. Et ça, c'est encore plus petit. Parce qu'on va... alors c'est simple, hein, parce que c'est pour expérimenter, il y a juste à le brancher sur un USB vers l'USB-C, il y a juste à flasher un QR code et le connecter au Wi-Fi, il y a juste à indiquer votre wallet Bitcoin de votre portefeuille sur une Airminer, et de surtout prier pour trouver un bloc, parce que vous avez une chance infime de remporter un bloc, parce que on va miner la puissance de la machine est entre 60 et 77 kH par seconde, alors qu'on parle d'exahash pour la totalité du réseau. À titre de comparaison, cette machine-là, le petit S9, on est sur du 14,5 TH. Donc on est sur, ici, on est vraiment sur du milliard, voire même beaucoup plus. Donc les échelons ne sont vraiment pas les mêmes. La puissance déployée par la machine n'est vraiment pas très forte. Après ça, c'est vraiment un gadget. Vous avez des informations plutôt sympas sur le prix du moment, sur la difficulté, sur la rate, sur le nombre de blocs, l'heure et la valeur. Donc c'est un goodies. Ça coûte quelques dizaines d'euros. C'est vraiment sympa à utiliser, c'est assez ludique. À la suite de ça, j'ai été dans les premiers en France à participer au projet Atakai de Découvre Bitcoin. Donc en fait, c'est ça, c'est un S9. C'est un S9 qui est modifié parce qu'on va changer les ventilos qui font moins de bruit. Il y a des pièces 3D qui sont imprimées par Silex pour adapter le nouveau ventilo au S9. C'est des machines qui vont coûter
100, 200 € aujourd'hui sur Internet. On va changer les ventilateurs, on va prendre des grilles, on va prendre des vis, on va le connecter avec un bridge Wi-Fi. Donc ça va permettre à la machine de faire beaucoup moins de bruit déjà, parce que c'est une vraie contrainte si on veut l'utiliser en tant que chauffage dans son salon. Donc le but c'est de vraiment diminuer le bruit parce que sinon c'est intenable. On va être obligé de diminuer la puissance parce que l'extraction des ventilateurs est moins forte. Et par exemple là je vous présente la machine quand elle tourne dans le salon pour chauffer. La chaleur délivrée, il faut s'en rendre compte, c'est un peu comme là, il fait très chaud. La chaleur délivrée par ce petit truc-là, on parle de 85 degrés. D'accord ? Donc 85 degrés en sortie, parce qu'il y a plusieurs sondes de température, mais on va sortir du 85 degrés, donc ça chauffe rapidement une pièce de 20 mètres carrés sans aucun souci. Ça ne fait pas trop de bruit, on va être à 30 décibels, donc c'est encore assez tenable. On va pouvoir modifier la vitesse des ventilateurs, on va pouvoir modifier la puissance, mais en effet, cette machine-là va tourner à 650 watts. Donc en fait, on est sur un gros radiateur électrique, quoi. D'accord ? Donc quitte à consommer des watts, autant que ça chauffe, et en plus, ça rapporte des sats. D'accord ? Si, alors c'est pas peut-être, c'est si vous êtes dans une pool, vous avez une partie de la puissance de calcul, donc si vous êtes en solo, tu peux miner et peut-être tu auras la chance extraordinaire de valider un bloc, mais c'est peu probable. Mais si tu rejoins une pool, tu auras une fraction, on va dire, et on le verra juste après, justement, c'est intéressant, tu auras une fraction, une rentabilité journalière quand même qui est assez prévisible. En fait. Tu aurais dû calculer la probabilité qu'on a de miner un bloc avec la petite machine que tu as montrée tout à l'heure par rapport à la probabilité de gagner au loto. Comme ça, du coup, tu achètes le petit mineur et finalement, tu as la même peut-être 3 fois moins de probabilité, je sais pas. J'ai pas fait exercice, mais je pense que c'est plus rentable de miner du Bitcoin que d'acheter ton ticket tous les jours de loto. Tu vois, voilà, ça peut l'argument. Ouais. Donc, dans toutes les machines que je vais vous présenter, vous avez 3 cartes. Donc en fait, en réalité, dans chaque machine, vous avez 3 rangées de cartes graphiques, de cartes qui minent spécifiquement du Bitcoin. Alors je ne vais pas faire le test du minage parce que je n'ai pas réussi à me connecter. Par la suite, là vous avez un S19. Alors déjà, on parle vraiment, là on change de monde. On part sur un S9, là S19. Donc là, on part sur du, non pas 600 ou 700 watts, mais là on passe tout de suite à du 3250 watts. D'accord ? Alors 3250 watts, la machine coûte beaucoup plus cher aussi. On va parler aujourd'hui d'un tarif qui est aux alentours de 1200 € pour un S19. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus cher. C'est très puissant, ça fait un bruit de dingue. On parle de 75 décibels. Donc 75 décibels, c'est entre le trafic automobile et un camion qui passe juste à côté de vous. C'est intenable. D'accord ? Donc on n'est plus en usage domestique. On n'est plus en système de chauffage. Vous ne mettez pas ça dans votre salon. Donc ça fait, tout à l'heure on minait avec un S9 à 6 TH, là on est quand même à 100 TH. D'accord ? On est quand même plus de 10 fois, même quasiment 20 fois, 15 fois, la puissance de calcul entre ces deux machines. La particularité, c'est qu'en effet, il faut avoir un système électrique adapté, donc un câble électrique d'un 1,5 mm, un disjoncteur de 10 ampères, parce que sinon vous faites tout sauter. D'accord ? Et vous avez 2 câbles d'alimentation. Alors j'ai mis ça pour le petit ticket rouge pour un rappel. C'est que cette machine-là aujourd'hui vaut à peu près 1200 €. Par le passé, ces machines-là pouvaient coûter 12 000 €. Parce qu'en effet, quand il y avait une extrême rentabilité avant, au dernier halving, au pic, quand on était sur du 20 000, en fait, souvent les vendeurs, et c'est Bitmain, hein, c'est un chinois je crois, Bitmain vend sa machine à un prix qui est fonction généralement de la rentabilité du minage du moment. D'accord ? Donc moi j'ai rencontré des gens qui faisaient du trade de machines de minage, qui essayaient d'acheter des mineurs pas chers pour les revendre plus cher. Pour la petite anecdote, moi qui ai fait du minage un tout petit peu, j'ai revendu d'occasion mes mineurs plus cher que le prix neuf, tout simplement parce que les gens ne voulaient pas attendre la file d'attente de commande en neuf. Donc il y a un peu
Le problème du mineur, c'est qu'à un moment donné, et j'espère pour tous les mineurs, c'est que vous vous trouvez devant un problème, c'est que est-ce que je débranche ma machine pour arrêter de miner, ou est-ce que je mine, ou est-ce que je vends ma machine? Bon, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Alors sous le capot, ça ressemble à quoi? Quand on ouvre le capot du S19, en fait, vous retrouvez les trois rails, hein, c'est les trois cartes, on va dire, qui composent le S19. À droite, vous avez les cartes, et à gauche, vous avez l'alimentation, parce que 3200 watts, il faut quand même les supporter. Donc vous avez une grosse alimentation. Et au niveau, là, vous avez une photo à droite de l'alimentation. Voilà, c'est très technique. Il peut y avoir des pannes. Vous pouvez renvoyer ça à l'expéditeur. Moi, j'ai déjà cramé des machines parce qu'il y avait des problèmes d'inverseurs de phase sur des sites de minage. Voilà, ça arrive. C'est du matériel qui a une date de péremption. De péremption, entre guillemets, c'est que il y a de l'usure, quoi. Il y a de l'usure, quoi. Donc, il faut être vigilant parce qu'en effet, il faut éviter que les cartes aillent au-dessus de 90 degrés. Ça pourrait endommager la machine. Et tu peux les tuner, les overclocker? Oui, oui. Il y en a même. Alors, en effet, là, on est en air cooling. Donc là, vous la refroidissez parce que ça chauffe énormément avec de l'air. Mais il y en a même qui le mettent dans des bains d'huile qui conduisent l'électricité pour augmenter la puissance des machines. Et comme c'est dans le bain d'huile, vous avez un meilleur échange de calories avec le bain d'huile, en fait. Et en plus, il y a moins de coût. Pour chauffer la piscine, si tu mets un échangeur à plaques, c'est nickel. Par exemple. La durée de vie rentable, c'est une machine que tu as quand même. Non. Tu as calculé la rentabilité de ta machine à aujourd'hui? Alors, je vais juste après. Juste après. Là, vous avez une carte où j'ai enlevé les dissipateurs parce qu'en effet, il y a un montage et là à gauche, vous avez des dissipateurs. À droite, vous avez la carte où j'avais enlevé un dissipateur qui dissipe la chaleur. Le problème, c'est qu'en effet, il faut être vigilant parce que dans votre salon, ça va, mais quand vous essayez de mettre sur des sites où vous avez l'électricité pas chère ou un usage pour consommer l'électricité et récupérer la chaleur, le problème que vous avez, c'est que ça peut s'encrasser vite et que là, en effet, vous aspirez tous les poussières. Donc une fois que vous avez nettoyé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment toutes les semaines, vous soudez un bloc, vous mettez un filtre avec un ventilateur aux fesses pour éviter l'encrassement de la machine parce que ça peut créer un échauffement. Je ne sais pas si ça peut s'enflammer, mais en tout cas, ça peut être très dangereux. Le fameux S19, ça c'était il y a quelques jours. J'ai pris ici à gauche un coût électrique à 12 centimes du kilowatt. Et ici, à droite, avec les caractéristiques de la machine, donc un 100 TH, d'accord, c'est la puissance déployée par cette machine-là, par rapport à une consommation en watts, et un coût électrique. En effet, si vous minez avec cette machine-là sur du 12 centimes du kilowattheure, en fait, vous perdez de l'argent. À aujourd'hui. Et en plus, il faut rentabiliser le coût de la machine, et peut-être le coût de l'installation électrique. Prix de l'électricité en France, qui n'est pas très bon. Alors, là j'ai marqué 12 centimes. 12 centimes. Déjà pas très cher, mais beaucoup moins. Ouais. À 6 centimes à droite, vous commencez à être rentable, mais vous gagnez. Alors, c'est 1 $, mais en réalité, le 1 $, vous ne gagnez pas des. On est bien d'accord, vous n'allez pas gagner des dollars. Vous allez gagner des bitcoins qui ont une valeur, une contrepartie en valeur fiat. C'est par jour, on est d'accord. C'est par jour. Donc vous allez gagner, si vous arrivez à trouver quelqu'un et à miner sur du 6 centimes, vous allez gagner 1 $, on va dire, par jour, 30 € par mois. La machine en vaut quasiment 1200 €, 1200 $. Bon, ça va être très long, quoi. Ça va être très, très, très long. Donc, si vous avez l'électricité pas chère, vous pouvez, pour quasiment le même décibel déjà, la même contrainte son, quasiment la même consommation de watts, donc 3550 watts, vous pouvez avoir un S21 qui coûte à peu près 4500 € aujourd'hui, qui va miner par rapport à la 19, non pas à 100, mais à 200 TH par seconde. Et donc là, c'est un peu particulier, ça fait toujours autant de bruit, mais là, vous avez déjà un câble d'alimentation, et non pas deux, comme le S19. Par contre, là, il faut dimensionner votre installation électrique. Il faut passer sur du câble électrique à 2,5 mm,
et surtout l'ampérage. Le disjoncteur, il faut passer en du 16 ampères. Parce que si vous branchez une machine comme ça sur votre maison, vous faites tout péter. D'accord? Tout va disjoncter. Donc il y a aussi des coûts d'installation, de transformation, de raccordement, etc., etc., etc. Et pareil, voilà, aujourd'hui on est à 200 TH. Et en effet, même en étant à 200 TH avec la consommation de 3550 watts à 12 centimes, bah là on arrive à du 1,70 $, équivalent récompense quotidienne de Bitcoin. Mais si vous l'avez à 6 centimes, avec les mêmes caractéristiques de hash rate et de consommation, là déjà vous êtes quasiment à 7 $ par jour. Ah, mais sachant qu'avec le temps, ça décroît. Tu vois, avec le temps, ça décroît ton rendement. C'est-à-dire? Parce que la puissance augmente. T'as ton hash rate. Alors bien sûr, Au final, on peut pas faire une non, c'est à date, mais bien sûr. Mais le prix de Bitcoin a tendance à augmenter. Voilà. Pas que ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu que la difficulté s'ajuste tous les 2016 blocs, plutôt souvent à la hausse. Alors, il peut y avoir des épiphénomènes, mais globalement, il y a une courbe un peu exponentielle. Mais c'est vrai que tu peux essayer de te projeter quand même sur une rentabilité. Mais le minage, c'est compliqué de projeter, parce que ça peut... Il y a un pays qui peut débrancher, temporairement tu vas retrouver, etc. Donc le mineur, en fait, par rapport aux capitaux dépensés, bah, il a des coronesses, quoi. Ou on revend avec la stratégie. Voilà. Il faut prendre ses profits au bon moment. Voilà. L'électricité sur le réseau, elle est entre 20 et 25 centimes. Alors, bonne transition. Sur le réseau, pour la plèbe moyenne, on va dire, ben en effet, on n'a pas une situation très favorable en France, parce que globalement, le kilowatt qu'on va toucher en France, il va être à 25 centimes. Et donc, à 25 centimes, même avec la dernière machine, à S21, vous allez perdre 9 $ par jour. Et la machine qui coûte. Et du coup, la machine à S21 vaut 5 000 $. T'as pas une rivière près de chez toi, un truc qui te permet de Donc, et donc, en effet, Bitcoin consomme de l'énergie. Il y a une compétition féroce d'aller chercher l'électricité la moins chère sur des surplus, en effet, sur des barrages, sur de l'énergie qui est quasiment gaspillée ou inutilisée. Et c'est vrai, on peut déjà faire une petite conclusion, c'est que le minage du Bitcoin en France n'est pas rentable. Clairement, c'est pas rentable. Mais au tarif réglementé, d'accord. Mais en France, on n'a pas de pétrole ou on n'a pas d'électricité pas chère, mais on a des idées. Et donc déjà, comme je l'ai présenté brièvement, pour participer à la décentralisation du réseau, vous pouvez, de façon ludique, vous dire, si vous êtes en chauffage électrique, quitte à dépenser de l'électricité pour pour consommer des watts pour chauffer, bah autant, ça ne va pas changer grand-chose pour vous, mais autant consommer de l'électricité pour en effet chauffer un petit peu et participer aussi à la décentralisation de notre réseau. Donc là, en effet, il y a un bitax qui est là, je pense qu'il y aura une intervention tout à l'heure, mais il y a aussi des petites choses, alors c'est juste pour remplacer un usage échauffé. Vous avez un Avalon, vous avez un Ofen de 21 énergie, ou gagner un petit loto, bien entendu. Mais en tout cas, c'est déjà la moins pire des solutions. De participer à la décentralisation du réseau et de dire, bah, je vais consommer 800 watts, je consomme de l'électricité, mais je vais stacker des SAT. Alors c'est dur de faire adopter le minage parce que, déjà, il faut déjà comprendre Bitcoin, et 2, il faut comprendre les outils, les usages du mining. Donc ça, déjà, il y a 2 barrières qui sont quand même pas neutres à faire. Dans le paramétrage de la machine, dans la connexion. En effet, je ne l'ai pas dit, mais toute la machine, vous devez lui mettre Internet aux fesses. D'accord? Donc, moi, dans des fermes de minage, j'ai une Flybox Orange, où en gros, je capte l'électricité par le mobile. Donc il faut Internet, en plus de l'équipement, en plus de la ventilation, de la filtration, etc. Alors il faut être des charognards de l'énergie, en effet, pour pouvoir miner, sinon il faut s'expatrier comme du Gouspillou au Congo, ou au Canada, ou au Texas. Si tu me permets, juste
Le tarif réglementé, c'est un tarif qui est beaucoup plus cher que le coût de production, parce qu'en fait, l'énergie est revendue à des prestataires en Europe, etc., parce qu'on a un marché ouvert. Mais très souvent, durant l'après-midi, en ce moment en France, le tarif de coût de production électrique est négatif l'après-midi en France, très couramment. Et ça, les gens ne le savent pas, parce qu'on a beaucoup d'excédents en France et on revend à des pays, notamment l'Allemagne, mais pas que. Et le coût réel de production de l'électricité en fait est négatif parce qu'on a un excédent d'énergie chronique en France depuis assez longtemps. Pas en hiver quand il fait très froid, etc. Mais la plupart du temps l'année, le prix dans l'après-midi, il y a trop peu de consommation versus de production. Et je crois même que le prix qu'on paye, c'est basé sur l'électricité en Europe la plus chère produite ou quelque chose comme ça. Presque ça. Ouais. Ouais. Mais alors, il y aurait un intérêt à suivre les horaires, comme tu viens d'expliquer, et de miner la nuit, et de couper entre Mais à condition que tu n'aies pas accès, enfin que tu ne payes pas le prix réglementé. Mais si s'aligne sur le coût de production, il y aura intérêt à miner l'après-midi. Parce qu'en fait, on te donnerait de l'argent même pour miner, pour délester le réseau. Donc, Bien tu sûr. peux couper ton minage quand tu le En effet, sur une de mes fermes, j'ai un opérateur qui a un profil de consommation particulier, notamment durant l'été, où les gros énergéticiens veulent se délester. Et cette personne-là, en fait, a l'électricité durant cette période-là pas chère, parce que lui, au contraire, au moment où tout le monde veut décharger, lui, c'est son pic d'activité. Et c'est un exemple. Et autre exemple au Texas, quand il fait trop chaud, ils ont besoin de clim, quand il fait trop froid, ils ont besoin de chauffage, mais la plupart du temps, il y a trop de production au Texas, et donc le coût de production est négatif, et donc l'électricité est littéralement donnée aux mineurs, et même les mineurs sont payés pour miner. Donc en France, on n'a pas de pétrole, mais on a Renault. Du coup, et en effet, c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont partis à l'étranger. En effet, c'est scalable, c'est plus facile, il y a l'électricité pas chère. Mais je suis persuadé qu'en fait, si on réfléchit bien, il y a des cas d'usage pas loin de chez soi, très spécifiques. Ça peut être du home mining, ça peut être en effet un profil particulier de consommation, ça peut être le moulin, ça peut être plein de choses. En tout cas, moi, je travaille dans le secteur agricole. Et nous, dans le secteur agricole, on sèche des grains. Surtout cette année. Et l'idée, alors, je ne l'ai pas fait, mais on peut se mettre en tête, si on veut être des charognards de l'énergie, de peut se dire, si on doit sécher du blé, du maïs, j'ai visité même une coopérative de lin en début de semaine, leurs semences, ils mettent ça dans des caissons, je lui demande, mais du coup, vous séchez comment? Avec une soufflerie. Ça me donne des idées, quoi. Et, il y a un cas d'usage aux Pays-Bas où ils chauffent des serres. Des serres de tomates ou de tulipes même. Avec des mineurs. Tu parlais de Pouspillou, mais on parle des Virunga, ils font pas ça avec Avec du café. faire du chocolat, Ouais, du cacao. bien sûr, exactement. Et donc en effet, si on y réfléchit bien, en fait, c'est pas scalable. On ne peut pas monter 2 mégawatts d'électricité, etc. Mais moi, ma conviction, c'est qu'à l'échelle plutôt locale, pas du tout scalable, on peut trouver des cas d'usage. Et là, c'en est un. C'est un séchoir à bande. En fait, vous faites glisser du maïs ou du lin ou du blé, etc. Et la source d'énergie, ok, ça peut être du gaz, etc. Mais en fait, on sèche avec du... je me suis renseigné un peu. On peut sécher avec une chaleur à 80 degrés. C'est des machines qu'on déplace. Et donc, non, c'est du statique, parce que en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très long, ça fait plusieurs fois ici. Mais on pourrait sécher, en effet, du café, on pourrait faire pousser des tomates ou des tulipes, quitte à dépenser de l'énergie. Bah, moi, je me dis, autant le faire pour créer de la chaleur, mais pour stacker des sats. Et pour le producteur, ça lui fait, s'il revend tous ses sats en fiat, ça lui absorbe 20 à 25% 1%. de sa facture d'électricité. Exactement. Ça lui coûte moins cher du coup, En revenant, on était plusieurs à aller au Beyond Lee, je vous jure, c'est vrai. En rentrant, on s'est arrêté dans un resto au bord de l'autoroute, il faisait froid, et il y avait le restaurateur, il avait mis une soufflerie allumée pour chauffer, et le truc, il faisait 3500 watts. Et il chauffait la pièce. Voilà. Il y a plusieurs barrières à franchir. Autre exemple, au-delà du séchage, de l'hydroélectricité, des tomates ou des tulipes, la tente de mariage. Combien de fois j'ai fait des mariages où il y avait une tente et le gars, il y avait un groupe au kérosène ou au diesel, ils allumaient la pompe pour chauffer la tente derrière, quoi. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire sur des cas d'usage spécifiques,
c'est trouver des cas d'usage pour positionner des caissons de mineurs par-ci, par-là, parce que finalement, je sécurise votre réseau aussi, et parce que, en effet, ça permet. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit qui est importante. Quelqu'un qui a un contrat avec EDF n'a pas le droit de revendre l'électricité. Donc ça, c'est un problème. En effet, il faut trouver des petites parades, mais ça, c'est un vrai problème. On peut, et on entend parler de choses comme ça, des gens qui ont des projets sur des immeubles, sur des piscines. C'est un cas d'usage. Alors rapidement, pour terminer, voilà, il y a des opportunités, il y a des gens qui réfléchissent aux opportunités pour, ce que tu disais, gérer efficacement les réseaux électriques, Renaud. On pourrait miner sur des plateformes pétrolières pour éviter le torchage. Et c'est un cas d'usage où, sur place, en fait, on brûle le méthane pour consommer l'électricité, alors qu'aujourd'hui, c'est brûlé directement dans l'atmosphère. Vous avez un cas d'usage directement. Aux États-Unis, c'est 3/4 des pétroles qui utilisent le torchage justement pour éviter les rejets de méthane. Donc, les producteurs sont incentivés à dépolluer les rejections de méthane dans l'atmosphère. C'est déjà pas mal utilisé. Et donc, comme il y a certaines énergies qui sont intermittentes, comme l'éolien ou le solaire, donc ça peut permettre l'adoption de ces énergies-là. Bon, Sébastien Gouspillou a essayé en France, mais il n'a pas encore réussi. Je pense que j'y arriverai pas non plus, mais on pourrait activer les centrales nucléaires. Il y a un vrai cas d'usage qui est, par exemple, quand la nuit, par exemple, on pourrait miner. Sébastien disait que ça aurait pu rapporter des milliards. Ça pouvait rapporter des milliards. On pourrait aussi, voilà, sur les flux d'eau, les rivières, les océans, avec le mouvement, on pourrait capter aussi cette énergie-là, récupérer la chaleur inexploitée, moi c'est surtout ça que je regarde, et utiliser l'hydroélectricité, en effet. Il y a même des gens qui ont des contrats avec EDF, j'ai regardé ça, ils ont des contrats H07, mais ils peuvent utiliser l'électricité pour le besoin de la centrale. Si un jour c'est plus rentable, parce que le Bitcoin monte à 150, 200, pendant ce laps de temps où c'est rentable, on pourrait se connecter temporairement sur des centrales hydroélectriques. Et l'hydroélectricité, c'est de loin l'énergie renouvelable la plus Bien sûr. utilisée devant le solaire, devant l'éolien, mais bien devant. Donc la petite conclusion, et j'en ai une autre juste après. Donc le minage, c'est un rôle hyper important dans le consensus de Nakamoto. Il faut être un charognard de l'électricité. Donc il faut partir de la France, ou vraiment trouver des cas d'usage. Donc Bitcoin, ce n'est pas forcément pour faire de l'argent, mais pour faire de l'argent. Il faut aller chercher des surplus électriques, notamment dans les pays émergents. C'est là où aujourd'hui tous les gros projets se font. Seuls des cas d'usage spécifiques en France permettront de déployer localement des choses. Votre pote chez EDF restera votre meilleur allié parce que ils ont un tarif préférentiel. Donc, si vous avez un copain chez EDF dans la Creuse, rappelez-le, vraiment. Avec un petit mineur comme ça qui fait pas de bruit, moi je l'emmène à chaque fois que je prends un Airbnb. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc très important, maintenant que certains d'entre vous ont probablement vont se lancer dans le minage, vous risquez, si vous l'avez bien compris, d'augmenter la difficulté du minage, donc diminuer ma rentabilité. Donc si vous voulez faire un don, il n'y a pas de souci. Hugues, merci. Je pense Avec que plaisir. c'est bien de faire le point là-dessus. J'espère que Gouspillou va pas se présenter. Tu vas présenter. Non, c'est pas moi qui fais, mais. C'est moi ici, c'est moi ici. Ah, ça, Voilà. Pas très loin. Mais oui, bien sûr, très rapide. Hein. Alors, je ne vais pas te prendre. On enquille sur une boutique qui se trouve dans le 18e, pas très loin de notre shop, c'est assez extraordinaire, qui s'appelle le Bitcoin Bazar. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la plupart des gens ici ont déjà été faire un tour ensemble là-bas, donc tout le monde connaît. Effectivement, non, c'est ça. Hein. Alors, je suis ni le gérant de Bitcoin Bazar, Ouais, je suis ni actionnaire chez Bitax, je ne touche rien, c'est que le nom du Donc, tu bénévolat. vas rien donner. Rien, malheureusement. Ah, bon, allez, vas-y, fais ton Non, mais très rapide, ça va dire 2 minutes, effectivement. Non, mais alors, Bitax, Ah ouais, tu peux. effectivement, ça fait lien avec ce que racontait Hugues juste avant. C'est mineur, en plus petit.
vous avez vu la version 100 TW. Là, on est sur du 1,2 TH, merci. Et on est sur un objet qu'on va ramener chez soi, qu'on va brancher à notre électricité. Et c'est bon? Ah oui, vous avez l'écran? Ouais, c'est bon. Ok. Mais en fait, l'objectif, c'est juste ça, c'est avoir son petit mineur chez soi. Il n'y aura aucun gain financier avec ça, c'est pas l'objectif, clairement. Bon, vous avez deux choix. Soit vous vous mettez sur comme disait Hugues tout à l'heure, dans une poule, où vous aurez une partie des sats, une partie de ce que gagne la poule, en pourcentage de ce que vous avez. Ou alors, vous aurez sur la plus petite poule, et donc vous aurez, comme un ticket loterie, hein, parce que là on parle de règle TRH, donc on est sur une infime partie. L'objectif avec ça, c'est effectivement, c'est un ticket loterie. Vous contribuez au réseau, aux mineurs, en tant que mineur. Et après, l'objectif, c'est effectivement de... Bon, c'est un petit peu... Il tourne. Alors, on avait calculé en devenir. Sur une année, il y a 52 000 blocs. Et sur une année, vous aurez une chance sur 20 000, avec le niveau d'aujourd'hui, d'avoir votre bloc. Et c'est déjà arrivé. Cette année, en juin 2024, une personne qui avait un Bitax chez lui avait réussi à valider le bloc. Donc ça arrive. C'est très rare. C'est pas forcément un gain, mais voilà, vous pouvez avoir votre Bitax. Et donc effectivement, Plus de 200 000 euros quand même. là on est sur les 300 000 même, c'est quand même assez intéressant effectivement. 300 000 euros, une chance de gagner 300 000 euros tous les 10 minutes, Non, moi j'aurais une question. littéralement. Et là vous avez l'interface du Bitax, d'un Bitax qui fonctionne, qui est en fonctionnement, avec sa puissance de minage qui est un peu plus d'un TH. Ouais, je dis 1,2, 1,07. 1,1, 1,2, ça dépend. Effectivement, ouais. L'efficacité qui est due à peu près 20 joules par TH. Et puis le nombre de blocs qu'il a soumis au réseau, le nombre de blocs rejetés, et puis l'évolution dans le temps, parce que en fonction de la température et d'autres aspects, il est obligé de ralentir pour réguler en fait sa chaleur, sa température. Ouais, c'est très ludique, ça apprend en fait le fonctionnement du minage. Et là vous avez les stats techniques sur la fréquence de fonctionnement de la puce, la température, etc. On est à 20 watts à peu près de consommation. Donc 15 watts, ouais, 15 watts. 15 watts. 3-4 ampoules en gros par jour. 20 watts de consommation. Ouais. Mais du coup, finalement, on perd de l'argent. Et en fait, On perd de l'argent. c'est un don pour l'humanité. On perd un peu d'argent, mais... Chance, et un jour peut-être, C'est pas rentable. c'est ça. C'est pas rentable Là, avec le prix de l'électricité. Là, on n'est pas sur du minage professionnel, on est sur un particulier qui veut avoir chez soi pour apprendre. Tu valides ta grille de l'auto, tu perds de l'argent. L'espérance est négative. Ah si, l'espérance est négative. Voilà, à la loto. Alors moi j'aurais quand même une question. C'est Ouais. qu'en fait, c'est une société de consommation. Parce que là, du coup, Oui. c'est consommer des composants et des métaux rares pour l'humanité. Non mais tu peux gagner que ça par exemple. Quand tu vas jouer au loto, si on prend ça, alors moi c'est pas du tout en ce sens-là que je prendrais ça. Ah, en gros, sur une année, il y a un bloc, c'est 10 minutes. Toutes les minutes, il y a un bloc. Donc sur une année, c'est 52 000 blocs. Et sur ces 52 000 blocs, sur un an, à la puissance aujourd'hui, tu auras une chance sur 20 000 d'avoir ton bloc. Alors moi j'aurais une question pour ça. Mais ça, c'est arrivé en juin, donc peut-être. Mais bon, voilà, faut pas y compter, quoi, c'est sûr, évidemment. Encore une chose, on peut acheter ce genre de produit sans être technicien, sans avoir fait Polytechnique, on est bien d'accord. Hein. Le seul truc, moi je peux pas acheter ça et mettre ça chez moi, c'est moche. Quoi. Bah tu mets dans un coin. Non. Est-ce qu'il y a des caches? Est-ce qu'il existe quelque chose? Bah sûrement, mais tu peux. Plus joli? Probablement, ouais. Déjà, il y a des coques plus jolies C'est ça que je voulais savoir. Et moi, je l'ai mis dans une étagère basse, en fait, qu'on ne voit pas chez moi, donc ça se voit pas. On l'entend à Alors, effectivement. Et alors effectivement, tiens, je cherche un peu. Non mais pour revenir à quoi, c'est qu'en fait, vous pouvez le trouver où? À Bacon Bazar à côté. Et ce petit objet-là, il coûte 235 €. 235 €. Vous achetez une fois votre ticket et tous les 10 minutes, ad c'est ça. vitam aeternam, vous avez C'est un ticket loto à vie, voilà. qui diminue avec le temps, certes, mais toujours le choix tous les 10 minutes. Exactement, c'est ce que je disais. En gros, tu as deux choix. Soit tu te mets en solo, et donc tu as une chance sur... soit tu as une chance sur 20 000 par an, ou alors tu... S'il vous plaît. Attendez, vas-y. Ouais, mais très rapide, effectivement. On écoute, il y a 2 minutes encore. Ça va, enfin, non plus. En gros, la question c'était est-ce qu'on peut miner autre chose qu'en solo? Effectivement, on peut miner en solo, donc une chance en 20 000, ou alors se connecter à une poule, et donc là on aura une partie des sats gagnés par la poule. Et là on est sur du 50-60 sats par jour, ce qui est négatif par rapport à ton prix que tu vas dépenser dans l'énergie.
Ouais, il faut mettre au boulot, c'est ça, voilà. Ça n'a pas d'intérêt pécuniaire rentable, Non, mais non. ça a un intérêt en termes de tickets de loto. Ouais, c'est ça, Vous achetez exactement. son ticket de loto Mhm, une ou deux c'est fois ça. par semaine, bah, vous achetez Exactement. une fois pour toutes votre dispositif et vous avez une chance tous les dimanches. Et de Et c'est participer. 300 000 € à chaque fois que vous êtes gagnant. Non, mais et de participer quand même à tout l'écosystème. Aussi. En fait, vous prenez votre puissance de calcul, vous le mettez sur la totalité et vous avez votre chance littéralement. Et alors pour calculer le site, c'était, attendez, je l'avais donné tout à l'heure. Si vous avez c'est comment ça s'appelle Solo Miner. Voilà, vous tapez Solo Miner, vous pouvez calculer votre puissance de calcul, donc ce petit objet, sur la totalité et vous aurez le pourcentage, donc le 1 sur 20 000 que j'ai calculé tout à l'heure avec les gars, pour savoir, pour avoir votre chance quoi. Donc oui, c'est pas un objet pour rentabiliser, c'est un objet d'apprentissage et de loterie. En fait, c'est rigolo. Voilà. Il faut Voilà, mettre voilà. un pied dans l'écosystème et ça fait partie. Et ça contribue, tu contribues au réseau. Ouais, tu décentralises encore plus, effectivement. Voilà. Et encore une fois, on ne vend rien. Merci. Mais non, on ne voit rien, rien, c'est ça. Merci donc aux intervenants. Et puis voilà, mes amis, maintenant vous pouvez boire votre bière. Santé. Et à la prochaine. Et attendez, je voulais remercier Bitcoin.fr. Je voulais remercier Bitcoin.fr qui fait le film. Vous pouvez retrouver sur son site. Hein. Et je voulais remercier aussi le Cercle du Coin. Je voulais remercier. Oh la liste. C'est là, bon, il y en a trop. Et l'invité, tous les gens de l'invité qui sont là à longueur de temps. Et voilà. Et puis je remercie Versailles aussi qui est là ce soir. Enfin tout le monde. Il y a trop de monde à remercier, mais. Merci à tout le monde. Merci alors. Merci à toi.